droit public, relations internationales. Monsieur Aboubakri Ba, licence P, droit public. Madame Khadi Sow, première année sciences politiques. Abdou Aziz Cham, licence droit public. Ils sont les débatteurs, les représentants, les porte-étendards de la faculté des sciences juridiques et politiques. Leurs contradicteurs sont les élus du privé. Leurs contradicteurs ne se veulent pas simplement sénégalais mais africains. Ils se font appeler l'élite de l'Afrique. Il s'agit ici, mesdames et messieurs, d'applaudir très 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 fort l'Institut africain de management avec Oumadofen Baila Gassama, licence 3 marketing, Emmanuel Helmut Delgado, licence 3 communication digitale, Mohamed Baye, licence 3 droit, Mohamed Balo, licence 3 gestion des ressources humaines, et Bénit Patrick Junior Oba, première année administration des affaires. Ils vont s'affronter sur le thème suivant: problématique de l'emploi des jeunes en Afrique, cas du Sénégal. Les membres du jury, ce sont des membres d'une qualité exceptionnelle, des membres d'une qualité rare, qui seront aujourd'hui là pour juger, pour jauger, pour faire des remarques et des suggestions à nos débats. À sa suite, nous avons une formatrice de l'enseignement et professeure en lettres modernes, Madame Dey Absa Pa, économiste, enseignant-chercheur à l'INSEP de l'UCAD. Il est là pour lever le thème d'aujourd'hui de toute sa substance, le docteur Mor Gassama. Aussi, pour donner encore plus de teneur à cette finale, une économiste, conseiller en emploi, responsable emploi vert à la direction de l'emploi, Madame Diane Awadjaï Sek. Et enfin, journaliste, consultant, auteur formé au CESTI, Monsieur Marco Rob. Ils auront la tâche ardue, qu'il a lancé, qu'il a soutenu, et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui ce beau rêve au milieu de l'université soit réalité. Il est un homme de l'ombre, il est infatigable et il travaille pour la réussite et la promotion des étudiants. Sa structure 2IJ, Initiative et Innovation Jeune, accompagne les étudiants dans leur préinscription pour la France, la Belgique et dans d'autres pays. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Monsieur Souleymane Fall Koulibaly. Mesdames et messieurs, chefs département du cours, mesdames, messieurs les doyens des facultés, des directeurs d'école et d'instituts, potentiels partenaires or, mesdames et messieurs les représentants des amicales des étudiants, chers camarades étudiants et étudiantes, honorables invités, recevez mes salutations plus chaleureuses. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour assister à cette grande finale parrainée par M. Maguessen, directeur général du cours, à l'occasion de la 4e édition de Kaïdebat. Cette 4e édition de Kaïdebat a vu la participation de 24 équipes des facultés, écoles et instituts. Nous avons démarré par un séminaire de formation et de renforcement de capacité sur l'art oratoire, prise de parole en public et débat. Nous avons ensuite entamé les phases éliminatoires jusqu'à cette grande finale. Nous osons donc espérer, avec le cours, que la prochaine édition de Kaïdebat sera étendue sur le plan national et que ce projet soit pérennisé pour que des générations et des générations puissent en bénéficier. Mesdames et messieurs,
Aujourd'hui, dans un contexte économique mondial de plus en plus difficile, avec l'arrivée de la pandémie du Covid-19, une question essentielle doit se poser. Est-ce que nous allons continuer à être des spectateurs au développement? Je pense que non. En tant que jeunes, nous devons plutôt être les locomotives du développement de notre pays. Ce qui justifie d'ailleurs le choix du thème de cette grande finale portée sur la problématique de l'emploi des jeunes en Afrique, cas du Sénégal. Cette finale oppose l'université publique à l'université privée, respectivement la faculté des sciences juridiques et politiques à l'IAM, l'Institut africain de management. Mais que ça se déroule dans le fair play, car n'oublions pas que la philosophie de Kaïdebat, c'est qu'il n'y a pas de perdant, mais c'est toujours l'étudiant qui gagne, et c'est ça l'essentiel. Alors, je rappelle que Kaïdebat suit un modèle de débat très précis. Il suit un modèle de débat très précis. La première partie, c'est la place à la compétition. 30 minutes pour convaincre. Cette rubrique permet aux équipes de débattre sur un thème choisi par le jury. Donc ici, en l'occurrence, la problématique de l'emploi. Et est consacrée au débat proprement dit. C'est-à-dire, ce sera l'occasion aux candidats de donner tous leurs arguments pour défendre leur position face à chaque thème. Donc, faculté de droit, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le chronogramme est prêt? Pardon? Chers organisateurs, Auguste Dutoit, je voudrais vous dire du haut de ce péremptoire en ce soir que l'histoire aura voulu finale. Bonsoir. Nous voilà donc au terme d'une aventure que nous aura tant fait vibrer. Et c'est donc le moment pour nous de vous adresser nos remerciements les plus chaleureux avant d'en venir à l'épineuse question de l'emploi des jeunes en Afrique. L'emploi des jeunes en Afrique. De la Tunisie, où Mohamed Bouazizi s'était immolé par le feu en 2010, à l'Afrique du Sud, où le taux de chômage a culminé à 34% au deuxième trimestre 2021, du Sénégal, où 20 jeunes du quartier Pikine de Saint-Louis, candidats à l'immigration clandestine, avaient péri dans l'incendie d'une embarcation de fortune, à la Somalie, où le taux de chômage est l'un des plus élevés au monde, l'Afrique, dans son entièreté, est prise dans le tourbillon du chômage des jeunes. Mais pour Continental, que soit le problème, les solutions ne pourront être que locales. Car d'un pays à l'autre, les mêmes effets ne résultent pas des mêmes causes. La problématique de l'emploi des jeunes en Afrique ne peut donc être diagnostiquée qu'au cas par cas. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est du cas du Sénégal dont il est question. Mesdames et messieurs, je ne vous apprends rien quand je vous dis que 97% des entreprises et des travailleurs sénégalais sont dans le secteur informel, selon les chiffres du Haut Conseil du dialogue social. De Khombol à Pout, De Sandiara à Sindian, sans oublier Ngaparo de Mbitafay, l'économie sénégalaise se trouve dans les carcans et les corsets du secteur informel. La notion d'emploi ne peut donc pas être envisagée ici comme elle l'est ailleurs. non, la notion d'emploi pour les genoux et attendre-nous jeunesse, une définition purement sénégalaise. C'est ainsi que Jean Gigueux considère que dans des pays comme le Sénégal, l'emploi comprend toutes les activités, formelles comme informelles, rémunérées de quelque forme que ce soit et qui participent directement ou indirectement au produit national brut. Mais mesdames, messieurs, de quel emploi s'agit-il? Il s'agit de l'emploi des jeunes. Les jeunes, c'est vous, c'est moi. Ce sont les organisateurs de Kaïdebat. Les jeunes, ce sont des pêcheurs de Gendar, les éleveurs du Fouta. Les ambulants de Dakar. Mais les jeunes, ce sont aussi nos amis de l'IAM, qui, je l'espère, aujourd'hui, et pour une fois, ne nous embarqueront pas dans le fameux Air Force One, histoire de nous endormir à coups de rhume suivi et de nous conduire dans le vide sidéral de leur argumentaire. La problématique, Autrement dit, l'ensemble des questions soulevées par l'emploi des jeunes. est bien trop sérieuse pour se permettre un tel écart. Mais mesdames, messieurs, l'emploi des jeunes est-il un problème au Sénégal? Oui, et c'est le plan Sénégal émergent qui en fait l'aveu, en ses pages 6 et 61. Et l'aveu étant la reine des preuves. Passons. Tant les responsabilités demeurent partagées. Partagées entre trois acteurs et au premier chef, l'État. Oui, l'État. Car s'il a mobilisé beaucoup de ressources et les a allouées à l'éducation, force est de constater qu'il y a aujourd'hui une forte inadéquation entre le contenu de la formation et les besoins du marché de l'emploi. Comme le faisait d'ailleurs constater le rapport sur l'Agence nationale de l'éducation et de la formation de 2014. Par ailleurs, les nombreux programmes qu'il a mis en place Et dont le dernier en date est le programme Cheyoun Daouni. n'ont pas permis d'absorber une masse significative de jeunes. Et c'est là l'occasion de pointer la responsabilité du second acteur, qui n'est autre que le secteur privé, qui n'assume pas pleinement son rôle de pourvoyeur
mode d'emploi, souffrant notamment de sa frilosité qui n'est pas sans lien avec la structure de notre économie qui depuis fort longtemps est une économie de rente. Mais il ne faudrait pas la responsabilité des jeunes, eux-mêmes dont certains se complaisent dans l'attentisme, non pas la culture de l'entrepreneuriat, il faut preuve de créativité. Absolument. Mais aujourd'hui, plutôt que de constater le déjà constaté, le déjà suffisamment déploré, l'équipe de la faculté des sciences juridiques et politiques s'attachera à proposer des solutions, car elle se veut force de propositions. Elle se veut représentative d'une jeunesse consciente, Pondérée, impliquée, déterminée, et à l'imagination et fertile. nous invitons nos collaborateurs à en faire de même. Ceci étant dit, mesdames et messieurs, ceci étant dit, la seule question désormais importante à nos yeux est celle de savoir que faire. Que faire face à un tel diagnostic? Le diagnostic est amer, mais il est loin d'être une fatalité. Il faut une certaine dextérité pour asseoir une adaptabilité entre nos politiques publiques et l'employabilité des jeunes. Donc, si je vous comprends bien, vous interpellez directement Oui, j'interpelle l'État, non pas pour le fustiger ou le dénigrer, mais pour lui proposer des solutions. Je dois avouer que vous avez eu à captiver mon attention. Question cependant suspendue sur toutes les lèvres, celle de savoir quelles sont vos solutions. D'abord et de toute évidence, il est d'une impérieuse nécessité d'adapter le contenu des formations aux besoins du marché. Car chaque année, l'enseignement supérieur public soit plus de 1000 diplômés et 56% de ces jeunes se retrouvent sans emploi. Mais les chiffres sont effarants. J'en suis même effaré. Loin de vous effrayer, monsieur, je suis dans une logique de proposer des solutions et toujours dans cette perspective, je propose ensuite à l'État de procéder à une transformation structurelle de l'économie. Et pas de fantasmagorie. Nous voulons des solutions concrètes, catégoriques et pragmatiques. L'État peut transformer l'économie en renforçant le secteur primaire qui constitue 16% du PIB et 50% des emplois, en sortant de l'économie de rente pour aller vers l'industrialisation qui ne constitue que 23% du PIB, en instaurant des clauses de transfert de technologie dans les contrats de partenariat public-privé, de même que les contrats de partage de production signés avec des entreprises étrangères. Ce n'est qu'en pareille occurrence que le Sénégal pourra se doter de main-d'œuvre qualifiée et par ricochet créer des emplois supplémentaires. Vous voyez, vous en êtes témoin. Comme tous les capitalistes, elle met aux oubliés de la dimension environnementale. Ne partez pas trop vite en besogne, monsieur. Calmez vos ardeurs. La promotion de l'économie verte, elle est tellement importante que je vais prendre mon temps pour le dire. Cela étant, l'État doit mettre sur pied une économie et une fiscalité verte, ce qui permettra d'accumuler des richesses tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. Par ailleurs, il ne faut pas aussi occulter l'économie numérique, qui est un facteur de croissance et de création d'emplois, car, selon l'ANSD, depuis l'avènement de la loi relative à la création et à la promotion des start-up au Sénégal, le nombre d'entreprises a augmenté de 7%, soit 3732 entreprises de plus créées. Loin, très loin. Et loin des matières pauvres, je dois avouer que vos solutions sont à la fois pertinentes, percutantes et alléchantes. Mais le seul bémol, c'est que l'État ne se limite pas au seul gouvernement. Que devrait faire le Parlement pour minorer le problème? Justement, je vais en terminer avec l'hémicycle. Il faut que les députés soient beaucoup plus rigoureux dans l'évaluation des politiques publiques pour inciter le gouvernement à mieux faire. Je dois avouer avec de telles solutions que la jeunesse ne sera pas désœuvrée. Quelle pédagogie! Merci de votre pertinence. Je vous en prie, monsieur, mais que l'on ne s'y trompe guère. Au-delà de l'État, il y a d'autres acteurs qui doivent retrousser les manches, secouer le cocotier pour que le problème soit définitivement réglé. Il en est ainsi du secteur privé. Pour le secteur privé, le schéma est simple. Même si son dynamisme reste tributaire de l'efficacité des politiques publiques, il n'en demeure pas moins vrai qu'il est sérieusement interpellé. D'autant plus interpellé que certains le considèrent comme le maillon faible de la chaîne économique sénégalaise. C'est la position exprimée par le professeur Moustapha Kassé, doyen honoraire de la FASEC, dans son ouvrage « Le secteur privé sénégalais, jambes faibles de l'émergence ». Or,
Il résulte d'une chanson bien connue en économie que ce n'est nullement l'État qui crée l'emploi, mais le secteur privé. C'est donc dire qu'il faut inéluctablement que ce dernier se débarrasse de ses oripeaux, sorte de sa torpeur pour arborer avec ardeur des habits neufs. Mes chers amis, dites-nous que doit concrètement faire le secteur privé. Premièrement, le secteur privé sénégalais doit se moderniser, se mettre au diapason de la technologie et des standards internationaux, car c'est gage de productivité, de richesse et donc de création massive d'emplois. Tout à fait vrai. Mais dites-nous, dans ce monde de libéralisme outrancier, notre secteur privé sera-t-il en mesure de rivaliser avec des multinationales? Eh bien, il devra bien le faire. Et pour ce faire, il doit sortir des chantiers battus pour se positionner sur les rails de la compétitivité. Il doit diversifier sa palette d'activités en faisant preuve de créativité et en investissant dans des secteurs porteurs comme l'agriculture, le numérique ou encore aujourd'hui les hydrocarbures. Il doit également faire preuve de plus de rigueur, de professionnalisme et attacher un important prix au respect de ses engagements. Ce sera le seul moyen pour lui de gagner des parts de marché qui jusqu'ici revenaient à des entreprises étrangères et donc de créer plus d'emplois. Mais enfin, qu'est-ce que vous pensez de la précarité des emplois? Eh bien, le secteur privé devra également faire preuve de plus de responsabilité à l'égard de nos jeunes, en s'abstenant notamment de les enrôler dans des stages interminables et en leur proposant des rémunérations décentes. Car si l'on travaille, c'est bien pour pouvoir subvenir à ses besoins, ne serait-ce que les plus fondamentaux. Mesdames et messieurs, à présent, il reste qu'une seule responsabilité à questionner, c'est celle des jeunes. Mesdames et messieurs, c'était la faculté des sciences juridiques pour la première partie. Nous allons donner la parole à l'Institut africain de management. L'Institut africain de management pour 15 minutes. Donc, au nom 15. On est bon? Top, c'est parti. Honorables membres du jury, chers collibateurs, chers auditoires, bonsoir. C'est face à vous que je me tiens ce soir, seul, si seul, encore seul, après tant d'heures de solitude, à rechercher sans répit ce qui ferait l'éloquence dans laquelle je me lance. À ces mots qu'il faut bien que je vous lance, et ce malgré votre bienveillance, me reviennent avec insistance en résonance comme un boomerang. J'ai aujourd'hui la lourde tâche de piloter, oui, pour la dernière fois, l'Air Force One. Mais avec une saveur particulière, il n'y a qu'un seul passager à bord. Et il s'énomme problématique de l'emploi des jeunes cas du Sénégal. Ce passager qui a longtemps été stigmatisé et rejeté par toutes les compagnies, c'est donc vous dire la complexité de ce dernier. Mais comme il n'y a jamais de problème mais que des solutions, la compagnie de l'IAM vous montrera qu'en réalité, ce passager est loin d'être difficile. Il est juste incompris. Enfin, non, il est assez difficile et même exigeant, puisqu'il nous impose de le servir en apéritif. Une décortication de ces termes, accompagnée d'agilité et de métier. En entrée, de l'entrepreneuriat et de la formation. En plein de résistance, la problématique de l'emploi due aux investissements non destinés au secteur pourvoyeur, aux problèmes de l'employabilité et de la politique orientée matières premières. Et enfin, en dessert, des conséquences de ce manque d'emploi, un message et des solutions. Un emploi est tout simplement un travail, une occupation rétribuée. Quant à la jeunesse, ce n'est qu'un mot, nous disait Pierre Bourdieu. En effet, elle est tellement légère qu'il est important de cueillir tant cette fleur passagère. La jeunesse est une étrange maladie et pourtant, j'aimerais encore en être malade. Inutile de vous définir un problème, car il n'y en a pas vraiment. Car tous les problèmes sont faits pour être transformés en solutions. En tant que jeunes, nous devons nous poser la question de savoir, sommes-nous agiles? Et par agilité, je fais appel à deux sous-dérivés, à savoir la flexibilité et l'adaptabilité. Allons-nous réellement à la recherche de l'information comme il se devait? Sachant comment le monde avance à une vitesse extraordinaire et que nos connaissances deviennent très vite obsolètes, nous devons donc nous poser la question de savoir quel rôle devons-nous jouer. Il y a également un problème entre les entreprises et les écoles de formation, car elles ne s'écoutent pas. Car le plus gros problème, comme l'a dit le directeur du COUD, c'est que le mot métier n'a pas été assez étudié, expliqué, démystifié comme il se devait. Le générique est donc, prône donc sur le spécifique. Jeunesse sénégalaise, il y a un célèbre dicton qui dit que parfois, il est plus sage de rêver que de se réveiller. Mais aujourd'hui, en tant que jeune,
Je vous dirais qu'il est plus sage de vous réveiller que de rêver, car c'est en étant éveillé que l'on arrive à accomplir nos rêves. Faisons donc preuve d'agilité, de flexibilité, d'adaptabilité, de responsabilité, de pugnacité, de générosité, d'identité, afin de surmonter la problématique de l'employabilité. La problématique de l'emploi des jeunes en Afrique. En effet, c'est un problème. Un problème dont l'une des conséquences est la question du chômage sur laquelle je baserai l'introduction de mon expression ce soir. Mesdames et messieurs, le chômage qui touche davantage des jeunes étudiants, le rapport de l'ANSD pouvait affirmer que plus de 27% de jeunes détenteurs d'un bachelor sont touchés par ce chômage. Mesdames et messieurs, nous parlons du cas du Sénégal et en général du cas de l'Afrique. Permettez-moi pour illustrer mes propos, prendre cette réalité qui se trouve au Congo-Brazzaville où depuis 2016, on affirme que la fonction publique ne recrute plus. Mais nos États doivent donc là se remettre en cause et s'interroger concernant le nombre de structures mises en place concernant l'emploi. Au-delà de cela, il y a également le nombre, les politiques mises en place pour accompagner les jeunes dans leurs emplois. Mesdames et messieurs, l'ANSD dans son rapport de janvier 2020 pouvait affirmer que 80,2%, 90,2% de l'emploi est généré par le secteur privé et 4,8% par le secteur public, 5% par le secteur des ménages. Paradoxalement, le Sénégal connaît un taux de chômage de 16,2% selon le rapport de janvier 2020 de l'ANSD. Ici est là encore de nous remettre en question, mesdames et messieurs. Bien au-delà de ces arguments avancés, il y a également le problème de la formation. Le rapport formation-emploi. Le problème, mesdames et messieurs, distingués invités Auguste Assemblée, de l'orientation. L'honorable Moustapha Mamba Guirassy pouvait affirmer qu'il s'y de former des global leaders adossés à l'africanité et préparés à la gestion des économies vertes et numériques. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous raconter cette histoire que rapporte l'enquête du magazine Afrique en rapport avec l'ANSD. En 2020, dans le deuxième trimestre avec la Covid-19, il y a eu une baisse de 10% de l'employabilité au Sénégal. Mais paradoxalement, on a connu une hausse qui a atteignait cette baisse. Une hausse de 11% dans le secteur de l'information et de la communication. Nous devons donc choisir les secteurs clés, les secteurs promoteurs. Mesdames et messieurs, l'Union va vous servir. Monsieur, je suis sénégalais, je suis jeune et je suis étudiant. Lorsque j'obtiendrai mon diplôme, je m'achèterai un très beau costume et pourquoi pas assorti d'une très belle cravate et j'irai à l'assaut des entreprises privées. Je m'insérerai dans la longue liste de jeunes qui attendent d'être recrutés par la fonction publique, croyant que c'est le seul et l'unique moyen d'obtenir un emploi. Mais mesdames et messieurs, il y a une alternative. Mohamed Younous, l'inventeur de la microfinance, développe l'idée selon laquelle, lorsque nous étions dans les grottes, nous étions tous des travailleurs indépendants. Nous nous débrouillions pour chercher notre nourriture, notre alimentation. Et c'est là que la civilisation est arrivée. Certains se sont levés et ont dit, vous êtes le travail. Et nous sommes devenus le travail, oubliant ainsi notre nature profonde d'entrepreneurs. Chers jeunes, aujourd'hui, je vous appelle solennellement à revenir à cette nature d'entrepreneur. Les exemples sont là, des entrepreneurs à succès qui ont réussi, qui sont sénégalais, qui sont jeunes. L'exemple de Tchonia, l'exemple de Amissa Fall. Mesdames et messieurs, qui est la fondatrice du magazine Intelligence Magazine
initiatrice du projet Vacances Citoyennes. Et je pense à tous ces entrepreneurs qui n'ont pas fait les bancs, mais qui aujourd'hui emploient des diplômés. Je pense à Serigne Mboup, je pense à Youssou Ndour. Mesdames et messieurs, entreprenons. Dans le domaine du digital, dans le domaine de l'économie verte, il y a des opportunités. Richard Benson disait, in business, opportunities are like buses. There is always another one coming. Mesdames et messieurs, en affaires, les opportunités, c'est comme les bus. Ou si vous préférez, c'est comme le train express régional. Il y a toujours un autre qui arrive. Chers jeunes, ne ratez pas le train de l'entrepreneuriat. Mohamed Mbaye, pour vous servir et vous faire plaisir. Vous avez en face de vous un jeune. Un jeune dont son acronyme est CNPG. Son nom, Commando Pembela Gassama. Son nom royal qui reflète la férocité, la ténacité, la pugnacité et le pouvoir de dissuasion d'un roi, le roi du Sine. J'évoque des mots de vérité d'une telle puissance que ma voix défendra des millions de gens à travers l'Afrique, à travers le Sénégal, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, victimes de cette problématique d'emploi. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche. Ma voix, la voix de ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir, la voix de ceux qui leur vie se résume dans une quête vaine d'emploi. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Nous pouvons tous avoir une vie couverte de succès. Mais nous l'avons oublié. Ou même les détenteurs du pouvoir l'ont oublié. Je ne pointe pas du doigt l'État, mais c'est plutôt un constat qui a peu d'éclat, car les investissements de fonds manquent de justesse pour une prouesse de jeunesse. Autrement dit, les investissements de fonds ne vont pas directement dans les secteurs qui enceintent la quasi-totalité de la population, en l'occurrence le secteur primaire, avec un taux de 65% de la population, selon l'économiste Cheikh Ahmadou Bamba Diagne. Alors vous conviendrez avec moi que plus que les investissements contournent ce secteur, plus la formation qui fait défaut, plus le taux de chômage fait un boom. Mesdames et messieurs, des fois nous pensons apporter des solutions en créant des problèmes. Nous investissons dans la terre, dans le BRT, une chose qui est bien, mais nous oublions la terre qui est l'élevage et l'agriculture, comme l'a insinué le directeur général du groupe. Nous pensons beaucoup trop et nous manquons d'objectivité et de réactivité. Aujourd'hui, il est très important que les gens puissent primer l'utilité au détriment de la futilité. Tant que les politiques économiques ne sont pas orientées dans les secteurs primaires et secondaires, le manque d'emploi sera toujours comme le feu qui continuera à consumer les gens. Et les conséquences en seront beaucoup plus drastiques. Mesdames et messieurs, mis à part le manque d'emploi qui est dû à un non-arbitrage des secteurs par rapport aux investissements, mes mots de vérité vont également à cette problématique d'employabilité. Et permettez-moi de vous donner une définition simpliste de cette terme. L'employabilité, c'est la capacité d'une personne à développer des compétences, à trouver un travail et à le conserver. Et vous n'êtes pas sans savoir que la formation est une chose. La recherche du travail, c'en est une autre. Avoir un travail est une base, mais le conserver est la finalité. Combien sont-elles toutes ces personnes qui sont stupéfiées, estomaquées, scotchées à cette finalité utopique de trouver un travail et de le conserver? Est-ce que ce sont les écoles de formation qui doivent faire le premier pas vers les entreprises afin de pouvoir créer des produits qui peuvent répondre à des besoins spécifiques du marché pour répondre même à cette problématique de l'emploi? Ou est-ce que c'est nous-mêmes en tant qu'étudiants qui devons développer des compétences personnelles en dépit des connaissances que nous avons dans les écoles pour pouvoir être employables? Tant des questions que je me pose et qui taraudent mon esprit. Et je me suis rendu à l'évidence après une confidence avec mon intelligence que des fois le problème émane de nous, les étudiants. Comme il disait son éminence Emmanuel Delgado, lorsque l'on nous parle de la théorie, nous sommes des champions. Mais lorsque la pratique nous pointe du doigt, nous devenons des champions. Alors il est très important que nous puissions développer des capacités afin d'être compétents, employables, impactants. Mesdames et messieurs, l'heure est maintenant à la solution. Et c'est avec délectation et admiration que je dirais que l'État doit mettre en place des dispositions et des propositions pour la création d'emplois par la transformation des matières premières. L'Afrique est une véritable mine d'or. Le Sénégal, un véritable trésor.
Et j'ai comme l'impression que les gens avancent tête baissée, avec futilité. Ils ont un regard borné sur la diversité de notre richesse. Chaque année, le Sénégal perd plus de 50 000 tonnes de bois. L'arachide que nous avons peut fabriquer jusqu'à 35 produits. Qu'attendons-nous pour mettre en place des entreprises qui peuvent créer des emplois, favoriser des vies meilleures, merveilleuses et radieuses, afin que ces gens puissent franchir même les barrières de la précarité. Aujourd'hui, mettons de côté l'adversité. Je ne parle pas à la FGP ni à l'IAM, mais je parle à la jeunesse sénégalaise. Et dites-moi oui, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord que le Sénégal manque d'emploi. Est-ce que le Sénégal manque d'emploi? Est-ce que nous ne devons pas développer la culture de l'innovation et de la création? Alors une jeunesse qui doit être si belle comme une étincelle, qui doit faire abstraction du superficiel pour voir l'essentiel. La jeunesse qui par ses mots, MOTS, doit pouvoir saigner et soigner les mots. MAUX de la société par le biais de l'innovation. De la création. De l'abnégation. De la détermination. De la motivation. Pour gagner l'admiration de notre chère nation. Cette jeunesse qui a pris conscience de l'ampleur des conséquences. La dit avec aisance et à la fois souciance. Pour éviter de baigner dans l'impertinence. Et perdre toute sa substance. Jeunesse sénégalaise, là où il y a solution, il y a problème. C'est dans ce sens que nous vous disons, jeunesse sénégalaise, mais nenei, il y a neuf filles. Merci beaucoup à l'IAM. Nous allons repasser la parole à la faculté des sciences juridiques et politiques pour 5 minutes. Chrono. Est-ce que le chrono est prêt? Pour 5 minutes, top, c'est parti. Que vous vous attardiez à nous servir bien logoré. Didier, tu peux réduire le gain s'il te plaît pour le micro? Merci. Que nous que le bâtir se soit attardé à nous servir une logorée n'a absolument rien pour surprendre. Parce qu'elle est la preuve qu'ils ont cette technique de noyer l'absence absolue d'arguments sous une avalanche d'argustie. Et dont la fin, mesdames, messieurs, est de tromper la vigilance du jury. Mais là n'est pas mon inquiétude. Mon inquiétude, mesdames, messieurs, mon inquiétude c'est quoi? C'est que je ne sais à la manière et à la faveur de je ne sais quelle imprudence et par quelle tournure saugrenue nos amis de l'IAM en sont venus à une obstination bornée à faire de ce sujet, cette problématique, un fléau ordinaire, à traiter avec des arguments tout aussi ordinaires, et cela dans un simplisme déconcertant. Je suis désolé, chers amis, mais c'est déjà ajouté au très problématique problème de l'emploi que nous sommes appelés à solutionner et non à questionner. Élevons, s'il vous plaît, la dignité du débat. Élevons, s'il vous plaît, la dignité du débat. Pour vous, en sortant de vos citations creuses, totalement déconnectées du débat qui nous occupe. C'est cela en réalité. Et je voudrais vous demander, chers collébateurs, de sortir de votre ritournelle qui déjà était tamar avant qu'elle ne devienne un redondant vacarme. Ceci étant précisé, écoutez-vous. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du jury, Auguste Dutoit, du 3 mars au 7 mars 2021, notre pays, le Sénégal, a été sentencieusement saisi par un vent d'instabilité, à l'élan funeste, qui nous aura coûté 13 vies, 13 jeunes vies, dont Baïchef Diop, alors âgé de seulement 17 ans, qui a succombé sous la fatalité d'une balle qu'il n'avait pas vu venir. Le regard de ses parents dont je garde le souvenir était d'une détresse sans appel. Tout autant était... Tout autant était la détresse de ces 13 familles qui ont vu leur espoir leur filer entre les doigts comme s'écroulent les grains du temps dans un sablier. Pendant 5 jours, 5 longs jours, l'éternité s'était rompue. Et avec elle, la vie, à la manière d'une lampe quand on appuie sur le commutateur. La République en était dévastée.
à la manière d'un navire en pleine tempête, sans boussole, ni gouvernail, ni visibilité. Cher auditoire, pour triste qu'il soit, ces fâcheux soubresauts nous rappellent la déconcertante vérité qui est que garantir la stabilité dont dépend tout développement nécessite que soit préalablement jugulée cette problématique de l'emploi des jeunes. L'histoire n'a-t-elle pas suffisamment donné raison à Laurent Gbagbo qui affirmait que toutes les rébellions qui frappent nos pays sont nées de la déception d'une jeunesse nombreuse et désœuvrée. Autrement, mesdames, messieurs, il va de soi que nous passerions à côté de notre plus belle histoire. Or, une nation qui passe à côté de sa plus belle histoire n'en aura que l'âge de ses regrets. Et tous les soupirs du monde ne sauraient bercer son âme. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, pour étatique et urgent que soit le problème cependant, sa solution ne saurait faire abstraction du rôle qu'il revient à la jeunesse de jouer. Car à la vérité, à cette ère de compétition à grande échelle, les nations qui brillent sont avant tout celles dont brille la jeunesse, car convaincue qu'elle doit être le seul artisan de ses exploits. Et non celle dont la jeunesse serait un fardeau, car révolue à un attentisme triste et croulant sous le poids de ses propres illusions. Une question. Dans quelle catégorie de jeunesse doit être classée celle sénégalaise? Nous nous garderons d'y répondre. Mais ce dont nous demeurons convaincus, c'est que nos jeunesses du Sénégal ne seront de la première que lorsque nous saurions dévier les incertitudes, suspendre le temps de l'infortune qui nous hante, l'érection qui nous accable et arrêter de nous morfondre dans l'inertie qui nous consume. Alors, à la condition pour nous, jeunesse, de nous former comme nous l'exhortait Cheikh Anta Diop. Car c'est ce qui fera que dans ce monde de lutte compétitivité, que nous puissions rivaliser d'égale inventivité, de créativité, d'ingéniosité et d'habileté. À la condition pour nous, jeunesse du Sénégal, de comprendre que la bureaucratie n'est plus la solution à l'emploi. D'où l'impérieuse nécessité de nous ouvrir aux avantages qu'offre l'entrepreneuriat. Car croyez-moi, l'armée des sans-emploi que nous sommes, qui enrhume le Sénégal et le fait tousser, en passerait à un contingent de solutions. À la condition pour nous, jeunesse du Sénégal, de faire notre cette pensée aux sages du Don Fitzgerald de Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Fadjili Mbaye, Fadjouga Kébé, Bokar Samba Dieye ou encore Babacar Ngom sont à suffisance la preuve que si le diacoto Gerte Diaf, le diacoto Café, marchand ambulant ou encore le commerçant du marché de Colobane peuvent s'attrister de l'inconfort de leur activité. Ils gardent entier le mérite du confort. Le temps qui vous est imparti est malheureusement terminé. Nous allons donner la parole à l'IAM pour ces dernières 5 minutes et ensuite la parole reviendra à la discipline pour 5 minutes encore. Chrono, 5 minutes, on est prêt. Top, c'est parti. J'ai l'habitude de dire que la parole souffre de 3 choses. De la dire quand il ne faut pas la dire. De la dire là il ne faut pas la dire. Et de la dire par qui ne doit pas la dire. Et donc, moi, Mohamed Mballo, j'aimerais vous dire ce que j'ai à dire de manière à dire ce qui doit être dit par celui qui doit la dire. Et c'est maintenant que j'aimerais vous la dire. Ce que j'ai envie de vous dire, messieurs, dames, c'est que la jeunesse est une promesse, un espoir. Et derrière chaque grand espoir, il y a un grand défi. Derrière chaque grand défi, il y a de grandes victoires. Mais derrière chaque grande victoire, il y a beaucoup de travail. C'est d'ailleurs pourquoi, dans son discours de 2000, au stade Léopold Sédar Senghor, Maître Wade nous dit « Il faut travailler, encore travailler, toujours travailler ». Mais comment travailler si nous n'avons pas de travail? Car la majeure partie de cette jeunesse sénégalaise cherche encore le travail. Elle cherche toujours le travail. Et aujourd'hui, le travail de cette jeunesse est la recherche du travail. Telle est la triste réalité de la majorité de cette jeunesse sénégalaise et africaine. Pourtant, l'Afrique est le plus riche des continents, l'Africain le plus pauvre paradoxalement. Généralement, ceux qui souffrent plus de cette pauvreté, c'est la jeunesse. Cette jeunesse qui, matin, midi, soir, se donne cœur et âme pour faire naître des lueurs d'espoir dans les familles, mais qui est désespérée. Désespérée au point de braver la mer, qui est devenue le principal cimetière des jeunes sans espoir. Désespérée au point
de devenir une jeunesse violente. Agression, banditisme, vol, destruction de biens publics. Il est clair, mesdames, messieurs, que cette jeunesse qui plonge cette société dans l'instabilité est une jeunesse qui n'a pas bénéficié d'emplois décents. Mesdames, messieurs, très chers co-débatteurs, quand je pense à ce jeune qui doit se lever le matin, regarder sa mère qui, après 9 mois de grossesse, d'insomnie et de souffrance, a sacrifié sa vie pour le jeune et est incapable de satisfaire les besoins de sa maman. Mesdames, messieurs, très chers co-débatteurs, l'État doit faire sa part, il est clair. Mais si les jeunes, si nos chers co-débatteurs pensent que tous nos problèmes sont dus à l'État, alors il est clair et aisé que nous attendons de l'État qu'il puisse apporter des solutions à tous nos problèmes. Mais l'État, si puissant à vos yeux, ne le peut pas. Peut-être ne le veut pas, mais quoi qu'il en soit, ne le fera pas, car il y a un minimum que chaque citoyen. Le malheur de nos États, c'est que nous exportons la quasi-totalité de nos matières premières du secteur primaire à des prix insignifiants, pour importer ces mêmes produits après la transformation à l'extérieur à des prix excessivement chers. Nous exportons de l'arachide pour importer de l'huile. Nous exportons nos fruits pour importer des jus de fruits. Nous exportons notre coton pour importer des tissus. Inconsciemment, nous exportons notre richesse et notre emploi pour importer la pauvreté et le chômage. Alors si l'État veut changer la donne, il serait intéressant qu'il puisse investir dans des entreprises de transformation, comme l'a si bien dit notre cher parent, directeur du COUD. Car comme l'a si bien dit Gassama, rien qu'avec l'arachide, nous pouvons avoir 35 produits. Et 35 produits voudrait dire 35 entreprises de transformation. Et si nous répétons le même processus avec l'ensemble de nos matières premières, nous aurons des centaines, voire des milliers d'entreprises de transformation, ce qui fera des millions d'emplois pour cette jeunesse. Et nous invitons l'État à revoir le système, le parent l'a bien dit, le système éducatif, et s'inspirer de ce système anglais qui invite l'étudiant, qui oblige l'étudiant à apprendre un business afin de gérer une partie de sa scolarité. Contrairement à ce système dont nous avons hérité, ce système anglais permet à l'étudiant, avant son diplôme, de savoir comment entreprendre. Ce système dont nous avons hérité forme les futurs fonctionnaires de l'État, qui, après avoir été des étudiants boursiers avec une salariés, autant pour moi avec une bourse, on les apprend à rédiger des CV, à faire des dépôts d'emploi et à patienter. Merci beaucoup, Yaëm. Merci beaucoup, Yaëm. Nous donnons la parole pour finir cette première manche à la FSJP, si c'est prêt. Si j'étais le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Si j'étais le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, IAM. Est-ce que vous êtes prêts? Micro pour IAM, s'il vous plaît. Ça quoi? Micro pour IAM. Si c'est bon, 3, 2, vous avez besoin de notre micro? IAM. Ballot. Vous avez besoin d'un autre micro? Un micro, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous avez besoin de l'autre micro? On y va. 3, 2, 1, top, c'est parti. Mesdames, Messieurs, très chers amis téléspectateurs de Caille Débattre, bienvenue dans votre émission 6 étés. L'émission qui consiste à donner la parole à la jeunesse, car comme vous le savez, tout ce qui se fait pour la jeunesse, sur la jeunesse et contre la jeunesse. Et donc j'ai l'honneur de recevoir M. Koumba Ndoffène qui nous parlera de cette rubrique Si j'étais. Monsieur Doff, ça va?
Bonsoir, M. Ballot, ça va? Alors, si vous étiez ministre de l'Emploi, que feriez-vous? Alors, merci de m'avoir posé cette question. Je dis souvent la parole a du génie, de la puissance et de la magie. Alors, j'utiliserai ce pouvoir de la magie pour dire que si j'étais le ministre de l'Emploi, la première chose que je ferais, c'est de pouvoir favoriser l'entrepreneuriat. Car l'entrepreneuriat est cette voie royale qui permet à la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse de toute une nation de pouvoir trouver un emploi. Car l'emploi, ce n'est pas seulement être un salarié dans la fonction publique. L'entrepreneuriat est également un moyen qui peut permettre à une personne d'avoir de l'emploi. Alors, M. Nov, avez-vous aussi pensé au secteur primaire, à ces paysans qui travaillent 3 mois sur 12? Que feriez-vous pour eux? Effectivement, le secteur primaire a un taux de 65% de la population, selon l'économiste Cheikh Ahmadou Bamba Diagne. Alors, je pense que la première chose qu'il faudrait faire, c'est d'être en collaboration avec le ministre de l'économie ou de la finance, afin donc d'être en collaboration également avec des agences de financement comme la TER, pour pouvoir donc orienter des politiques économiques et budgétaires dans ce secteur, pour permettre à toutes les personnes qui s'y trouvent de pouvoir donc trouver de l'emploi et d'avoir un travail décent. Bien, donc dans le monde de la création des entreprises de transformation, est-ce que vous avez pensé à ça? Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, l'Afrique est une véritable mine d'or. Et le Sénégal est un véritable trésor. Et nous avons des ressources, des matières premières qui pourront nous permettre de créer des entreprises et de créer des emplois, de créer également des vies meilleures. Alors oui, j'essaierai également d'être en collaboration avec des ministres de l'économie pour pouvoir donc orienter l'économie dans ce secteur. Alors, merci beaucoup. Vous avez parlé de formation, du secteur primaire, de l'économie verte. Eh bien, je m'adresse à cette jeunesse. En tout cas, il a parlé de l'entrepreneuriat et je vous invite tous à planter cette graine de semence du succès, car si vous la plantez, si vous l'entretenez, si vous la cultivez, elle se développera, elle se fortifiera, elle se réalisera. Je vous remercie. La parole est donnée maintenant à la FSJP. Pour 3 minutes. Chrono, c'est prêt? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher auditoire, si j'étais ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, l'axe 1 de ma politique serait l'amélioration de l'employabilité des jeunes, par le biais notamment de la formation professionnelle. Beaucoup d'efforts ont été réalisés dans ce sens avec l'implantation de beaucoup de centres de formation professionnelle à l'intérieur du pays. Je poursuivrai ces efforts pour que ces centres soient présents un peu partout et qu'il puisse y avoir une alternative à l'enseignement supérieur pour une accessibilité plus rapide au marché de l'emploi. Si j'étais ministre de l'Emploi, je travaillerai à un meilleur suivi du marché de l'emploi, à la production de statistiques régulières. Je travaillerai également sur l'information pour pouvoir mettre à la disposition du public les postes qui sont disponibles et accompagner les jeunes pour qu'ils puissent candidater. Si j'étais ministre de l'Emploi, je travaillerai également sur la promotion des investissements privés notamment, nationaux comme étrangers, parce qu'on ne cessera jamais de le dire, le premier pourvoyeur d'emploi dans un pays, c'est le secteur privé. J'inviterai donc le ministre de l'économie, bien sûr sous la direction du chef de l'État, à favoriser la naissance d'un cadre macroéconomique cohérent favorable aux investissements privés. Cela passera notamment par l'amélioration des infrastructures. Si j'étais ministre de l'Emploi, je favoriserai l'accès au crédit, notamment en collaboration avec le ministre de la Microfinance pour le développement des systèmes financiers décentralisés, pour que ces derniers aillent au niveau des territoires, pour qu'ils développent les potentialités locales, pour qu'ils favorisent l'accès au crédit et pour qu'ils puissent créer des activités génératrices de revenus dans les territoires. J'inviterai également le ministre de la Microfinance à promouvoir des taux plus raisonnables. Parce que si on prête de l'argent à un jeune, que ce jeune investit, lorsque le taux d'intérêt du prêt est trop élevé, son entreprise, ou en tout cas sa petite entreprise, risque d'être freinée, ou en tout cas son envol risque d'être freiné par les échéances de remboursement trop proches déjà, mais aussi trop élevées. Si j'étais ministre de l'Emploi, je travaillerais également, je le disais tantôt, à une meilleure production de statistiques du marché de l'emploi. En tout cas, voilà les grands axes de ce que serait ma politique
s'il m'était donné la chance d'être ministre de l'Emploi. Et pour finir, je promouverai également l'emploi vert, parce que nous sommes dans un monde où la nature nous appelle au secours. C'est donc un secteur qu'il faut exploiter, joindre en tout cas l'utile au nécessaire, ou en tout cas l'utile à l'agréable, créer des emplois verts. J'exploiterai également l'économie numérique parce que c'est un secteur porteur. Et aujourd'hui, le secteur des hydrocarbures avec la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, voici qui met fin à ce débat. Tout le monde, félicitations à vous, débatteurs, qui avez eu à franchir toutes les étapes pour en arriver là. Je voudrais juste faire quelques appréciations par rapport au fond, par rapport aux présentations qui ont été faites. Donc, je ne sais pas si je dois le faire par rapport à chaque groupe ou cumuler le tout, que chacun prenne ce qui le concerne. Mais bon, pour ce qui est du fond, j'ai vu quelques points, notamment la transversalité de l'emploi, qui a été comprise vraiment par l'équipe de la faculté des sciences juridiques et politiques, notamment dans la question si j'étais. Et si j'étais, c'était Dame Diop. Dame Diop n'est pas seulement le ministre de l'Emploi, mais le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Donc, pour certains, ils ont seulement développé emploi. Mais avant emploi, il y a la formation. C'est après que l'emploi vient. Il y a des contrats qui ont été expliqués un peu dans le cadre de la création d'emplois en faveur des jeunes. Mais il y a le contrat d'essaimage que je n'ai pas senti de côté. L'autre chose aussi, il y a en économie verte les risques environnementaux et les pénuries de ressources. Il y a aussi la préservation de l'environnement. On va dans le sens de la promotion des emplois verts, création d'emplois verts et de promotion de l'existant. Aller dans le sens du verdissement des emplois. Ce sont des aspects que nous aurait dû signifier. Aussi, il y a des tournures un peu trop loin pour en venir au vif du sujet. Ce genre de débat, il est préférable qu'on attaque le sujet, au moins que les gens sentent la recherche qui est faite à travers ce panel. Il y a aussi le chômage, la question du chômage. Je ne peux pas prendre la parole et passer. Le chômage ne concerne pas les étudiants. D'où l'intérêt de faire des clarifications conceptuelles dans votre travail, ce que je n'ai pas senti. C'est une seule fois qu'une équipe a fait une clarification conceptuelle, mais il est important d'expliquer ce qu'est le chômage, ce qu'est l'emploi, qui est jeune, qui est concerné par l'emploi des jeunes, quelle tranche d'âge. Ce sont des aspects qui auraient dû figurer dans nos travaux que je n'ai vraiment pas senti. Donc, il y a aussi que l'État, quelqu'un a abordé la question où l'État mettait en place des dispositions. L'État ne met pas en place des dispositions, l'État met en place des dispositions à travers des programmes. Donc ce ne sont pas des dispositions, j'aimerais corriger ça tout de suite pour que l'erreur ne se répète pas. Donc c'était ça. Ce qui m'a manqué vraiment, c'était les clarifications conceptuelles, mais il y a aussi, on ne peut pas parler maintenant de jeunesse, d'employabilité, d'emploi, sans parler de la top productive dans l'économie. Personne n'en a parlé. Donc ce sont ces aspects qui conviennent à tous les deux équipes que je n'ai pas senti vraiment. Donc merci pour les questions de fond, c'est ce que j'avais à dire. Merci Président. Merci de m'avoir convié à ce jury. C'est avec beaucoup d'honneur que je participe à Kaïdeba pour juger les candidats. Je suis venu ici parce que j'habitais ici derrière quand j'étais au CESTI. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vois les étudiants qui sont passionnés par le commerce des idées et je pense que ça l'essence même de l'université.
vous avez décidé de prendre la parole pour ne pas la perdre. Parce que nous sommes dans un monde où le silence n'est plus d'or. Il faut parler pour se faire comprendre. Donc j'ai vu des postures d'excellence, comme on le dit, dans les deux équipes, que ce soit l'IAM ou la faculté des sciences juridiques. Il y a des excellences, il y a des idées qui sortent. Il y a une volonté de faire savoir. Je pense que c'est important de faire savoir. Il faut le savoir, mais il faut faire savoir. Nous sommes dans un monde de communication. Il faut savoir livrer des idées de manière simple et subtile. Souvent, quand il y a des sujets comme ça, on a tendance à attendre tout du côté de l'État. Les jeunes, s'ils sont les débatteurs, ont tendance à être complaisants avec eux-mêmes. Et je pense que certains débatteurs sont tombés dans ce piège. Heureusement qu'il y a un débatteur de la fac de droit qui a fait une bonne synthèse, qui a eu à dire ce qui est attendu de l'État, mais également ce qui est attendu comme comportement des jeunes. Au nom du jury, je voudrais remercier les membres de toutes les équipes qui ont participé à cette compétition. Juger, ce n'est pas facile. Être juré, ce n'est pas facile. Mais les candidats ont toujours fait preuve de compréhension à l'endroit des verdicts sans appel qui ont été émis par les membres du jury. Pour ce match, je dirais que ça a été âprement disputé. Les deux équipes sont les meilleures. Si on en juge sur l'ensemble de la compétition, c'est la raison pour laquelle elles nous ont gratifié de joutes oratoires de très haute facture. C'est ainsi que la note de ce match, la note du match, est de 15,15. Et de 15,15, une note relativement élevée. Sur l'ensemble de la compétition, le meilleur débatteur du tournoi s'appelle Mohamed Mbalo de l'IAM. Mohamed Mbalo, veuillez vous lever s'il vous plaît. Vous êtes le meilleur débatteur de la compétition CAI Débattre 4e édition. Félicitations. Pour ce match, le meilleur débatteur s'appelle Aboubakri Ba de la faculté des sciences juridiques de Paris. Aboubakri Ba, licence 2, 3. La faculté de droit s'est retrouvée avec une note de 16,35. 16,35 pour la faculté de droit. 13,95 pour l'IAM. 13,95 pour l'IAM. Victoire faculté de sciences juridiques et politiques. Alors, mesdames et messieurs, on va passer à la remise du trophée. On va passer à la remise des trophées. IAM, membre de l'UVS, UVS, veuillez vous rapprocher. Je tiens à donner une petite indication par rapport aux attestations et distinctions que doivent vous remettre CAI Débattre pour votre participation.
Le comité d'organisation de Cahiers de Battre vous appellera individuellement pour vous donner le jour et l'heure et le lieu pour venir les récupérer. Alors, nous sommes ici pour distinguer ceux qui sont les plus remarqués et nous allons commencer par la remise du trophée du meilleur débatteur qui n'est autre que Monsieur si vous applaudissements s'il vous plaît. Trophée du meilleur débatteur de cette compétition. Il sera remis par Monsieur Alioune Faye. Monsieur était très méritant. Il a su conjuguer le verbe et la pertinence dans sa plus belle écriture et sa plus belle façon de le faire. On applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Comme le disait M. Fall Koulibaly à Cahiers de Battre, il n'y a pas de perdant ni de gagnant, car ce n'est pas forcément l'équipe gagnante qui relève du meilleur débatteur. Et ça, c'est un exemple très patent. Nous allons passer à la 3e place. Et nous allons demander à M. Guedjou de se rapprocher afin de donner le trophée de la 3e place à l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal. Merci. Ils ne sont pas du tout des méritants car ils ont montré durant toute la compétition un art et un savoir. Mais aujourd'hui, la loi du jeu fait qu'ils sont à la 2e place. Mais ils sont magnifiques tout de même. IAM sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Nous allons demander à M. Mansour Ndoye et M. Souleymane Fall Koulibaly de bien remettre le trophée du 2e. Toute l'équipe veut monter. S'il vous plaît, on les applaudit bien fort. Bien fort. C'est ça, de bien vouloir s'avancer. Et mesdames et messieurs, Monsieur Ndopsek, il est ici en qualité de représentant du directeur du COUD. Il va remettre le trophée. Le magnifique trophée, mesdames et messieurs, la crème de la crème, la première place, la première marche du podium à la faculté des sciences juridiques et politiques. Et ils vont monter avec leur coach, M. Mohamed Gaï, DDG. La FJP qui remporte pour la 2e fois, mesdames et messieurs, ce tournoi de battre. Nous demandons aux équipes de ne pas s'en aller. Et il y a la remise des chèques. Donc on se voit en aparté tout à l'heure. Je déduis mon pourcentage et vous gardez le vôtre. Bye bye, non. Monsieur Koulibaly, vous remettez les chèques. Le chèque du gagnant. Monsieur Ndopsek,